Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau mini-salon des métiers de la communication. Aujourd'hui, on se plonge dans les thématiques de l'événementiel et des relations presse. Alors, avant tout, on va se présenter. We Are Com, on est un collectif de communicants en France. Notre but, c'est d'accélérer la transformation de notre métier, de la communication, et de promouvoir à sa valeur ajoutée. On est à la fois un média pour l'ensemble des communicants et un club pour les équipes d'annonceurs. Notre média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels sur wearecom.fr, plus de 50 000 abonnés à notre newsletter mensuelle et plus de 60 000 personnes touchées chaque mois sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, où vous pouvez nous suivre. Notre club, qui est réservé aux annonceurs, est fait pour progresser entre pairs. Chaque mois, on propose aux 30 équipes com qui ont rejoint notre club des ateliers sur des thématiques différentes, que ce soit les réseaux sociaux, la sociologie, le patrimoine de marque. Donc, chaque mois, on change de thématique. Tout de suite, on en revient au sujet, donc les relations presse. Selon Dominique Walton, en un mot, l'information, c'est le message, tandis que la communication, c'est la relation beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que sont les relations presse ? C'est toute action de communication établie entre un spécialiste des relations publiques et la presse ou les journalistes. Son objectif, c'est de créer une relation de confiance afin d'assurer une très bonne transmission de l'information vers les différentes cibles. On s'appuie sur un tiers de confiance pour véhiculer un ou plusieurs messages auprès de ses audiences. La communication événementielle, qu'est-ce que c'est ? Jean-Luc Godard affirmait « Ce n'est pas l'événement qui est important, c'est la façon dont nous le recréons, chacun à notre façon. » Et l'événementiel, c'est ça. L'événement est un milieu stimulant et créatif. Il permet d'offrir une expérience, de renforcer un lien affinitaire, de générer une émotion à travers une créativité mémorisable. Pour évoluer dans ce secteur, les profils ont généralement le goût du relationnel, le sens des dernières tendances ainsi qu'une approche créative, sans oublier les dimensions logistiques et organisationnelles qui sont essentielles. L'objectif de l'événementiel, en B2C, donc lorsqu'on s'adresse au grand public, c'est l'organisation d'événements qui contribuent à développer la notoriété d'une marque, accompagner le lancement d'un produit. En B2B, lorsqu'on s'adresse à une autre entreprise, l'événementiel aide à développer une relation particulière. Avec le digital, les métiers de l'événementiel ont accéléré leur mutation en développant les formats hybrides, présentiels et distanciels, un peu comme nous faisons ici. Alors, on vous a prévu quelques études de cas avant de donner la parole à nos deux professionnels. On fait un point sur les bonnes pratiques des relations presse et de l'événementiel. Le cas numéro 1, c'est un cinéma flottant, une opération événementielle créée par Häagen-Dazs qui, en 2018, a donné rendez-vous aux Parisiens sur les Champs-Élysées pour une soirée cinéma. En 2020, la marque organise un événement physique sur le bassin de la Villette. Le fleuve fait aussi office de cinéma flottant. Les sièges rouges sont remplacés par des bateaux électriques et accueillent chacun 6 personnes tirées au sort.
Côté RP cette fois-ci, avec la keynote d'Apple, une institution qui date de 1884, lorsque Steve Jobs présentait le premier Macintosh. C'est une célèbre conférence de presse, diffusée dans le monde entier, en direct ou sur le site d'Apple, sur Twitter et via une appli dédiée sur iPhone, iPad, etc. C'est totalement millimétré. La conférence de presse suit un ordre spécifique, résultats financiers, chiffres clés, nouveaux produits avec démonstration. La mise en scène est calibrée, une personne au milieu de la scène, un écran géant et un produit bien mis en évidence. À la fin, il y a encore une fois une institution, le One More Thing, qui est la dernière annonce et qui présente la véritable bombe médiatique. On passe à un cas particulier qui mêle l'expertise relations presse et événementielle. Cette année, à l'approche des fêtes, la marque de champagne Nicolas Feuillat a piégé ses patients dans un parc public. Avec un banc a priori sans surprise. Une action marketing finalement pleine de surprises qui libère les bulles. C'est à la fois un dispositif événementiel et relations presse, puisque l'objectif est de trouver un écho médiatique suite à un dispositif événementiel. On regarde tout de suite la vidéo. What's that? What is it? What's that? What are they bringing us? Okay. Wow. Alors tout de suite, on passe au cas suivant. C'est l'exposition in-game de Ubisoft. L'année dernière, la marque Ubisoft a créé la première exposition in-game. L'idée, c'est que l'éditeur de jeux vidéo a lancé un grand concours de photographie in-game à l'échelle mondiale pour valoriser le gaming. En rendant temporairement gratuite sa plateforme, il a incité les joueurs à utiliser le mode photo, le photomode. Résultat, en quelques semaines, des milliers de captures ont été prises et les plus belles ont été exposées dans la première exposition collective consacrée à la photographie gaming. On regarde. We've all been there. In the midst of battle. At the heart of the race. On top of the highest mountain. Or just exploring. But some of us feel the need to stop and capture the moment. To get that perfect shot. Turning dreams into reality. In the lab with the formula in chemistry. The memories spark and motivate.
de suite, on passe à la marque automobile Seat, qui pour le lancement du modèle Cupra a organisé une expérience driving à Paris. En 2019, elle a installé un circuit éphémère sur les toits de la porte de Versailles, à 25 mètres de hauteur. Durant 3 jours, la marque propose aux journalistes, influenceurs, pilotes de créer leurs propres images. L'événement est retransmis en live sur TF1 lors d'un spot de 60 secondes animé par Sandrine Quétier et vu par 3,8 millions de téléspectateurs. Côté relations presse, cette fois-ci, on a une interview toute particulière. C'est l'interview de Baudouin Pro, qui est l'ex-directeur général de BNP Paribas. Il a donné donc une interview au quotidien allemand Handelsblatt. Sa particularité, c'est que l'interview était vide. Les réponses de l'ex-directeur général de la BNP ont été révisées trop de fois pour le journal, qui finalement a décidé de les retirer. Le journal documente ainsi une interview sans réponse, et finalement la BNP Paribas a fini par publier elle-même les réponses sur son propre site internet. Et enfin, pour finir, penchons-nous sur cette expérience événementielle très particulière signée Yves Rocher, qui a utilisé le métaverse pour clamer son engagement en faveur de la biodiversité avec un projet Minecraft #Plant4Life. Pour chaque arbre virtuel planté, un arbre réel était également planté dans l'une des 35 plantations de la Fondation Yves Rocher. L'objectif était d'atteindre 100 000 arbres. On regarde un extrait. Alors, c'est tout pour les cas pratiques. Avant de donner la parole à nos experts, un petit rappel sur la différence entre l'agence et l'annonceur. L'annonceur, c'est une marque, c'est toute entreprise, institution ou groupe qui est véritablement une marque et qui prend la parole pour communiquer elle-même auprès de ses cibles. Les communicants qu'on peut trouver chez l'annonceur sont le chargé d'événementiel, le responsable RP, l'attaché de presse. Aujourd'hui, chez l'annonceur, nous recevons Perrine du groupe La Poste. Et côté agence, en fait, l'agence est un prestataire externe à une entreprise qui va être spécialisé dans un domaine le plus souvent et accompagne un annonceur dans une stratégie particulière. Les communicants en agence peuvent être le consultant RP, le directeur de production ou le chef de projet événementiel. Et aujourd'hui, on reçoit Brice de GameWard. Alors, bonjour Perrine, bonjour Brice. Bonjour. Bonjour Perrine. Peut-être je vais vous laisser chacun vous présenter en quelques mots. Perrine, allez-y. Bonjour à tous, je suis Perrine Landry, donc je travaille au sein du service de presse du groupe La Poste. Je suis une ancienne de l'ISCOM. Je tairai par coquetterie le nombre d'années que je n'ai pas mis les pieds ici. C'est une petite séquence nostalgie pour moi. Donc j'ai fait mes armes à l'ISCOM, ensuite en agence de publicité, et puis j'ai rejoint le groupe La Poste à différentes fonctions de marketing, communication et maintenant de relations presse. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Perrine. Et Brice, quelques mots sur votre métier. Bonjour à tous et à toutes et merci pour votre invitation. Oui, je présente Brice Giacone, directeur des projets chez GameWard. GameWard qui est un club professionnel d'e-sport, donc de sport électronique sur les jeux vidéo, basé à Boulogne-Billancourt. Et à la différence de Perrine, je ne suis pas
un ancien ISCOMien, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais c'est avec grand plaisir que j'échange avec vous et avec les étudiants présents ce soir pour cette table ronde. Merci beaucoup. Alors tout de suite, on va passer à la première question. Pourquoi avez-vous choisi le domaine de l'événementiel et ou DRP? Et quel a été votre parcours? Perrine, je vous laisse la parole. Alors, c'est plutôt les relations de presse qui m'ont choisi, à vrai dire, parce que moi, j'occupais différentes fonctions au sein de la communication à la Poste, un petit peu de communication interne, de partenariat, événementiel, stratégie de communication. Et puis, on m'a proposé de rejoindre le service de presse. Ça m'a fait un petit peu peur au début parce que c'est quand même un peu particulier de travailler avec des journalistes. Et je n'avais pas encore cette compétence, cette corde à mon arc. Mais finalement, je me suis lancée et je ne regrette pas. Merci. Et quelques mots sur votre parcours? L'ISCOM, ensuite, j'ai travaillé chez Publicis, donc en agence. Je pense que c'est toujours intéressant de faire un passage en agence de publicité, donc plutôt publicité. Et ensuite, du marketing international et voilà, de la communication au sein de la branche service courrier colis. Et puis maintenant, des relations presse au groupe La Poste au siège. Merci beaucoup, Perrine. Brice? Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'événementiel? Je m'en suis à l'heure actuelle un tout petit peu écarté. Je fais un tout petit peu moins d'opérationnel et d'événementiel, mais ça reste le cœur des activations que j'encadre. Pourquoi est-ce que j'ai décidé il y a à peu près 10 ans de m'orienter vers l'événementiel? Pour une chose simple, la toute première, c'est que moi, je suis un vrai passionné de sport. C'est vraiment ce qui me fait vibrer et ce qui m'anime. Et je me suis toujours dit que je voulais travailler dans le secteur du sport à l'origine. J'ai un petit peu bifurqué sur l'e-sport aujourd'hui. Et pour entrer dans ce milieu-là, qui est un milieu qui est somme toute pas simple, mais je pense qu'on peut dire ça de nombreux secteurs, moi j'ai un schéma un tout petit peu plus alors classique, je ne sais pas, mais très cursus universitaire, donc pas forcément en relation avec les écoles, mais plutôt un cursus universitaire qui m'a amené à occuper ce poste-là, ou en tous les cas ces missions-là. Et au-delà de ça, du parcours universitaire ou en école, je dirais que ce qui a fondé vraiment la base, moi, de mon parcours professionnel, et je pense que c'est commun maintenant à quasiment tous les étudiants, c'est toutes les expériences pro qu'on a pu avoir en stage, en alternance, ou alors les expériences qu'on se fait aussi en marge de son parcours scolaire. Toutes ces petites expériences et ces investissements en temps, en énergie, au bout d'un moment, souvent ça paye, ou en tous les cas, ça nous permet de nous démarquer habilement. Merci beaucoup, Brice. Avant de passer à la question suivante, je vois une question peut-être pour Perrine. En quoi diriez-vous que l'ISCOM se distingue des autres écoles? Alors, moi, ce que j'ai aimé à l'ISCOM, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une école très professionnalisante. C'est pas des cours théoriques, c'est très interactif. Il y a énormément d'intervenants qui sont des professionnels, comme des patrons d'agences de publicité, par exemple. Donc, c'est du concret. C'est du concret et c'est pas un enseignement descendant. On est vraiment acteur. C'est pas comme un cours où on s'assied et on écoute le prof parler pendant 1 heure. Donc, on travaille déjà, en fait. On apprend notre métier déjà quand on est sur les bancs de l'ISCOM. Merci. Et pour les autres, n'hésitez pas à poser vos questions à Brice et à Perrine dans le chat à droite. On passe à la question suivante. Quelle est votre propre définition de la relation presse ou de l'événementiel? Brice, cette fois-ci, je vous laisse la parole. Alors, la définition de l'événementiel, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je dirais que c'est produire du contenu. Je dirais que c'est créer un événement et surtout insuffler un message. En tous les cas, si on résumerait ça, ce serait créer un moment qui doit être bénéfique. Alors, qui doit être bénéfique pour celui qui le vit, mais aussi celui et ceux qui le produisent. Parce que derrière un événement et derrière le message qui est insufflé, il y a forcément un but, il y a forcément un enjeu et un objectif. Donc voilà comment je décrirais de manière très large l'événementiel. Merci. Et Perrine, votre propre définition de relation presse? Travailler dans les relations presse, c'est être l'interface entre une entreprise et les médias, donc les journalistes.
Et je dirais qu'il y a 2 missions principales pour vraiment résumer un petit peu le job. C'est à la fois valoriser ce que fait l'entreprise auprès des journalistes. Et la deuxième chose, c'est défendre l'image de l'entreprise, toujours en lien avec les journalistes. Donc, il y a des actions à la fois proactives, c'est-à-dire on propose un contenu, on propose une information, une actualité aux journalistes pour expliquer ce que fait l'entreprise, en quoi elle innove, etc. Et il y a aussi du réactif, donc ça, ce sont les demandes entrantes, les journalistes et les médias qui appellent, qui écrivent, qui nous interpellent sur les réseaux sociaux, donc dans plein de canaux différents, et qui posent des questions parce qu'ils veulent écrire un article ou parce qu'ils veulent faire un reportage sur l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment le rôle pivot de l'attaché de presse, d'être le lien entre les journalistes et l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question pour Brice. Comment avez-vous découvert l'e-sport finalement? Comment est-ce que j'ai découvert l'e-sport? Je vais remettre très rapidement du contexte. Moi, je travaillais dans le monde du cyclisme pendant plusieurs années. J'ai ensuite travaillé dans l'univers de la course à pied et l'ultra trail, donc toutes les courses un petit peu compliquées dans différents univers, notamment dans différents déserts du monde. Il se trouve que le Covid est passé par là, qui a créé de nombreux licenciements économiques dans la structure où j'étais. Donc toute la période Covid pour moi correspondait à une période de chômage. Mais en parallèle du sport, j'ai toujours gardé un petit œil timide sur le développement de l'e-sport, parce que sa structuration, ses enjeux, ses problématiques et sa manière de fonctionner, il y avait beaucoup de passerelles et il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient avec le secteur du sport, comment il se structure, comment il fonctionne économiquement, etc. Sans que ce soit un copier-coller, il y a quand même des choses qui ont beaucoup de ressemblances et qui ont des fonctionnements quasiment identiques. Donc j'ai toujours gardé un œil un petit peu attentif à ça parce que c'était un secteur qui se développait, qui se développe toujours, hein, qui était très porteur et peut-être un tout petit peu moins bouché que le monde du sport, où il y a un petit peu moins de facilité à créer des choses nouvelles. En tout cas, ça c'est mon avis très personnel. Et il se trouve que le club de GameWard, donc qui est résident à Boulogne-Billancourt, donc juste à côté de Paris, avait besoin de renforcer un petit peu ses équipes pour de gros projets, et notamment l'entrée du coq sportif dans l'e-sport, parce que c'est un des partenaires du club, plus de grosses activations à gérer. Donc, ils avaient besoin de s'entourer et de booster un petit peu leurs équipes, de s'entourer. Et du coup, je suis rentré comme ça, donc après schéma classique, hein, bien entretien, etc. Et je suis rentré en tant que chef de projet il y a 2 ans. Et puis après, sachant que la structure s'est énormément développée en 2 ans, tout est allé très vite. Donc voilà comment j'ai découvert l'e-sport. C'est vraiment, je gardais un petit œil discret dessus, sans me dire que je ferais un petit bout de ma carrière là-dedans. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça. Merci à tous les deux pour vos réponses. On passe à la question suivante. Pourquoi et pour qui conseillerez-vous les RP et ou l'événementiel? Déjà, peut-être on peut répondre à ça. Quelles sont les qualités des communicants dans les RP et l'événementiel? Allez-y, Perrine. Déjà, si vous permettez, moi, je vais plutôt dire pour qui ça n'est pas, je pense, les relations presse. Ça n'est pas pour les timides, ça n'est pas pour les discrets, ça n'est pas pour les routiniers. Pour ceux qui aiment bien que tout soit en place, bien rangé, et qui aiment uniquement la rigueur et la régularité, je pense qu'il faut oublier. Pour travailler dans les relations presse, il faut aimer parler, il faut aimer écrire, il faut aimer argumenter, il faut avoir un bon relationnel, il faut être un petit peu tout terrain parce qu'il faut être à l'aise avec un journaliste, il faut être à l'aise avec un patron d'entreprise, il faut être à l'aise avec un expert technique ou un ouvrier. Je pense aux facteurs, par exemple, à la Poste, comme des experts dans le monde automobile, comme un dirigeant. Et tout type de journaliste aussi. Donc voilà, il faut avoir une personnalité assez adaptable et envie d'action. Envie d'action parce que qui dit relation de presse dit travailler dans l'actualité. Et l'actualité, par définition, ça change tout le temps. Donc voilà, pas de régularité et ce profil-là. Et en même temps, peut-être souligner une contradiction dans ce métier parce qu'à la fois,
c'est un travail assez exposé. Voilà, ce qu'on dit à un journaliste peut se retrouver dans le journal. Quand on prépare un porte-parole qui intervient à la télé, c'est visible et il engage son image, l'image de l'entreprise. Donc, c'est un métier très exposé et en même temps, c'est un métier dans lequel on n'est pas dans la lumière en tant qu'attaché de presse parce qu'on travaille un petit peu dans l'ombre, tout simplement. Si un reportage est bien, si un article est bien, c'est bien pour l'entreprise, c'est valorisant pour le porte-parole. Voilà. À l'inverse, si c'est moins bien, on trouvera l'attaché de presse. Mais voilà, donc c'est un métier assez exposé et dans lequel on n'est pas dans la lumière non plus. Et alors, qu'est-ce qui stimule le plus dans ce métier? Eh ben, justement, le changement, le fait qu'on ne sait pas de quoi la journée va être faite, les challenges, la diversité aussi des sujets, la diversité des contacts qu'on peut avoir, c'est très varié. Merci beaucoup, Perrine. Brice, alors pourquoi et pour qui conseillerez-vous l'événementiel? Beaucoup de ressemblances avec ce que vient de décrire Perrine. Alors, pour qui on pourrait le conseiller? Pour tous ceux qui aiment, je dirais, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais de manière générale, ceux qui vont aimer le mouvement, la diversité, le changement, parce qu'il y a plein de projets complètement divers et variés, des idées plus ou moins farfelues, puis aussi potentiellement des choses parfois un tout petit peu plus classiques dans l'événementiel. Donc, il faut être un petit peu multifacette. Et il y a un point aussi, très souvent, en tous les cas, que moi, on m'avait très peu martelé quand j'étais étudiant, c'est tout l'aspect et l'impact de l'humain et les échanges. Parce que quand on est chef de projet ou quand on travaille dans l'événementiel, on s'entoure d'équipes, on s'entoure de corps de métier avec qui on s'adresse de manière différente, avec des enjeux différents, avec des problématiques différentes. Et il faut avoir un petit peu cette aisance relationnelle, un peu caméléon, un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, parce qu'on travaille aussi bien avec des clients importants que des techniciens, que de la production, que potentiellement des gens du monde créatif. Donc, on ne s'adresse pas avec eux, on ne s'adresse pas à ces corps de métier de la même manière et au même moment du projet. Donc, c'est vraiment aussi avoir cette facette. Il faut aimer l'humain et les échanges. Après, en termes de compétences clés, comme dans plein de métiers, c'est très classique, mais il faut être organisé, ça va de soi, mais aussi cohérent et très réfléchi. Et pour recouper un petit peu ce que j'ai précisé juste avant, les soft skills, donc toute cette aisance relationnelle et cette intelligence sociale, elle est primordiale pour avoir des relations apaisées, faire avancer les projets. Sachant que dans l'événementiel, il n'y a que des contretemps. Donc, ça fait partie un petit peu de l'enveloppe du projet événementiel. Et après, tout ce qui est stimulant, c'est toutes les ouvertures que ça peut procurer, toutes les émotions que ça peut procurer, toutes les vagues de fatigue et d'appréciation de ce qui vient d'être accompli. Voilà, un petit peu comment moi je perçois ce secteur-là et comment est-ce qu'il peut être présenté à des personnes qui seraient intéressées par ce milieu-là. Je partage ce que tu dis, Brice, c'est peut-être quelque chose qui est commun à nos deux activités. Dans ce qui nous stimule, c'est peut-être justement le travail en équipe et cette joie d'avoir surmonté des défis ou accompli des belles choses à plusieurs. Voilà, c'est vraiment des travails d'équipe. Parce que ce qui est bien, juste pour rebondir, il y avait des exemples en début de présentation sur des actions événementielles qui sont top, qui font rêver une fois qu'elles sont terminées, elles sont bien amenées, elles sont aussi bien relayées sur les réseaux et sur les différents médias. Mais quand on connaît aussi un tout petit peu l'envers du décor, et ce qui est normal, c'est que c'est à base de complications, de tracas, de retards, de possiblement des choses qui ne sont pas livrées à temps, de choses qui n'ont pas été comprises de la même manière, de longues réunions, de longs projets, de grandes réflexions. Donc, c'est toujours hyper intéressant de profiter de ces moments et de voir comment ils sont construits. Mais derrière, généralement, c'est des heures de réflexion, de stress, parfois peu de sommeil et des amplitudes horaires parfois assez larges. Donc, quand on a fait un petit peu certains événements comme ça, c'est toujours drôle d'avoir le regard un petit peu plus… on a un regard un petit peu plus
Alizé, sur ces événements-là. Et moi, à titre très perso, quand il y a des choses qu'on voit dans des événements où ça capote, où ça ne fonctionne pas bien, où il y a des contretemps, j'ai pris pour règle de ne jamais enfoncer ceux qui ont construit le projet, qui ont amené le projet, parce que il y a tellement parfois de contraintes et d'éléments un petit peu aléatoires qu'il faut parfois être conciliant. Alors quand on est extérieur, c'est facile de l'être. Quand on est à l'intérieur, ça l'est beaucoup moins. Surtout quand il y a des partenaires et des investisseurs, ça l'est beaucoup moins. Mais ouais, l'événementiel, mais tout comme les relations presse, c'est jonché de problématiques et de petits soucis avec lesquels il faut faire face. Merci beaucoup. Question suivante. Au quotidien, justement, quelles sont vos missions et vos défis? Et est-ce qu'il existe une journée type? Brice, je vous laisse enchaîner. Alors, une journée type. Alors, dans l'événementiel, c'est sûr que non. Quand j'étais en plein cœur de l'événementiel, typiquement sur le Tour de France ou sur des événements d'ultra trail, non. Aujourd'hui, avec mon poste de directeur de projet, des journées type un petit peu plus. Les missions sont assez récurrentes. Alors après, la manière dont elles se calibrent et se positionnent dans les semaines ou dans les journées, ça c'est totalement modifiable au jour le jour. Mais les missions au quotidien, je dirais, il y a une part de management, beaucoup, mais c'est planifier un petit peu toutes les activations partenaires qu'on a au sein du club. On a des grands partenaires comme le Coq Sportif, je l'ai évoqué tout à l'heure, le Crédit Agricole Île-de-France, Honda France, la ville de Boulogne-Billancourt. L'idée, c'est que toutes ces structures, tous ces annonceurs, toutes ces marques investissent dans le club avec des contreparties de visibilité ou d'activation en échange. Et donc moi, l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces contreparties soient réalisées dans le temps imparti, dans la qualité requise, en essayant d'atteindre les enjeux, parce que chaque activation égale derrière un enjeu, que ce soit de notoriété ou autre. Et c'est aussi prendre en considération le maximum de demandes médiatiques qui peuvent nous parvenir, des demandes de radio, des demandes de magazines, des demandes de télé. Donc traiter un petit peu tous ces éléments-là. Voilà un petit peu ce qui compose à l'heure actuelle les semaines ou les journées d'un directeur de projet dans une structure e-sport. Très bien. Perrine? Moi, j'en ai pas de journée type, puisque par définition, travailler dans l'actualité, on est dépendant un petit peu de ce qui se passe, dans le pays. La Poste, c'est une très, très grosse entreprise avec 250 000 personnes, beaucoup de services proposés, que ce soit la distribution du courrier, vous connaissez, ou les livres de poste, la distribution avec les facteurs, mais aussi le colis, mais aussi d'autres choses qui se connaissent moins, qui sont moins connues, peut-être la banque, ou encore des services dans le domaine de la santé, dans le numérique, etc. Donc, en fait, beaucoup de domaines d'activité, de très nombreux collaborateurs et encore plus de raisons de faire des relations presse ou d'avoir des demandes de journalistes. Donc, la journée type, elle n'existe pas. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même quelques réflexes, quelques rituels. Le matin, on lit la presse. On écoute un peu la radio, on regarde un petit peu tous les articles qui parlent de notre secteur d'activité ou qui parlent de la Poste. Donc, c'est pas 2 ou 3, c'est entre 200 et 300 chaque jour. Voilà, entre la radio, la télé, le web, la presse écrite, c'est vraiment un très gros volume d'articles qui parlent de la Poste chaque jour. Donc, il faut prendre connaissance de tout ça. Tout au long de la journée, en particulier le matin pour avoir ça en tête. Et puis ensuite, on travaille en équipe, on s'organise en fonction des demandes qu'on a. Et puis aussi, parfois, il y a des choses à rédiger. On rédige des communiqués de presse, on organise des événements avec les journalistes, comme des conférences de presse, par exemple, quand on a un message à faire passer en une fois à plusieurs médias. Mais voilà, les journées sont quand même très différentes d'un jour à l'autre et très variées. Dans une même journée, pour te donner un exemple, je peux très bien accueillir avec mes collègues une équipe de TF1 et les emmener dans une usine de tri des colis pour un reportage. En même temps, répondre aux Parisiens sur une question de boîte aux lettres, envoyer des visuels de timbre pour un magazine féminin,
ou préparer un porte-parole qui va intervenir sur un plateau de BFM Business pour parler d'une acquisition de start-up dans le domaine de la santé, et même répondre à Astrapi qui écrit pour les enfants un sujet sur comment ça fonctionne, c'est quoi le parcours d'une lettre. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple, mais pour vous dire, c'est très varié. Merci beaucoup. Ah bah, allez-y, Brice. J'avais juste une question en complément pour Perrine. Quand on entend chaque matin ou chaque journée, on a entre 200 et 300 articles ou brèves à lire, ou en tous les cas à prendre connaissance. Est-ce que sur ça, vous appuyez sur des logiciels de traitement qui vous font remonter les articles avec des mots-clés? Ça fonctionne toujours comme ça? Et ces articles, une fois qu'ils vous sont remontés, qu'ils te sont remontés, pardon, est-ce qu'il y a possibilité de les trier par ordre d'importance, par nombre de mots? Enfin, comment on gère ça chaque jour? Alors, bien sûr, ouais, merci Brice, parce que ça peut intéresser tout le monde. Effectivement, on s'appuie sur des prestataires qui fonctionnent avec des robots qui relèvent des mots-clés qu'on a prédéfinis, comme par exemple facteur, colis, lettres, etc., la poste. Et puis aussi des entreprises qui nous intéressent de suivre. Ça, c'est toute une partie donc automatisée. Et puis aussi, il y a de l'humain qui intervient, parce qu'en fait, quand un reportage est diffusé sur un télématin, mais il y a quand même quelqu'un qui l'a visionné, qui a repéré, ah bah tiens, ça parle de la Poste, ah bah tiens, voilà, qui nous fait 2 lignes de résumé et qui nous envoie un stream pour qu'on puisse le visionner pratiquement en temps réel, enfin juste après. Et ensuite, sur comment on sélectionne, etc., on a l'habitude, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, parce que je ne suis pas toute seule, on est une dizaine au service de presse du siège de la Poste, et puis on a des collègues attachés de presse pour le groupe La Poste dans toutes les régions. Donc chacun va avoir plus d'attention sur les sujets auxquels il a contribué. Quand on a tourné avec TF1, dans mon exemple de tout à l'heure, dans un centre de tri des colis, on sait que le reportage va être diffusé aux 20h, par exemple. Donc, évidemment, on n'attend pas le lendemain matin. On le regarde le soir et on peut l'analyser, le commenter, le partager aux gens qui y ont contribué. Donc, l'analyse, en fait, c'est essentiellement nous qui la faisons, mais sur une base qui arrive à nous et par des prestataires. Et après, c'est tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment du temps réel. Il faut être assez connecté comme boulot quand même. Merci beaucoup. Question suivante. Pouvez-vous nous parler de vos fiertés? Avez-vous des projets à nous partager? Alors, Perrine, allez-y. Peut-être un projet en particulier ou alors, je vais faire une fierté, un projet. Donc, une fierté, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vous-même, quand vous étiez petit, vous avez déjà écrit une lettre au Père Noël, ou des enfants, des petits frères et sœurs, des petits neveux, nièces dans votre entourage. Mais sachez que si vous écrivez au Père Noël, le Père Noël vous répond. Et ça, c'est un service de la Poste qui existe depuis 60 ans, qui est gratuit et sur lequel on a chaque année des actions de relations presse. Et je suis assez fière de ce sujet qui est géré par mon équipe parce que je trouve que c'est une très belle idée. C'est une idée qui permet de promouvoir l'écrit, la proximité, c'est tout ce qui est autour du rêve aussi, de l'imaginaire des enfants, avec finalement derrière une grosse logistique, parce que c'est plus d'1 million de lettres qui arrivent, qui sont adressées au Père Noël, rue des Étoiles ou du pôle Nord, ou toute adresse en fait, et qui en fait arrivent dans un vrai centre de tri postal où travaillent des vrais lutins avec le vrai Père Noël. Et donc, on répond à tous les enfants, y compris du monde entier, parce que beaucoup d'enfants dans d'autres pays connaissent le secrétariat du Père Noël de la Poste en France. Donc, voilà. En matière de relations presse, c'est assez fort parce que toutes les télés sont là, la presse écrite aussi, la presse très grand public, des journaux avec lesquels on ne travaille pas forcément sur d'autres sujets parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'univers du transport ou autre, mais le secrétariat du Père Noël, ça parle à tout le monde. Et là, par exemple, on vient de finir, c'était à Noël dernier, on a eu presque 300 articles et reportages sur le sujet, donc c'est une belle fierté. Merci beaucoup. Et le projet, je dirais, c'est un axe de développement dans mon travail.
ce serait de faire plus de relations de presse à l'international, parce que on connaît La Poste en France, mais le groupe La Poste, c'est aussi de très nombreuses filiales dans plus de 60 pays, et presque la moitié de notre activité aujourd'hui est réalisée en dehors de France. Presque la moitié. Donc, c'est énorme, et il est grand temps qu'on développe, en tous les cas, qu'on accélère, parce qu'on le fait un petit peu, mais on doit le faire plus. C'est vraiment un projet. Développer les relations presse à l'international, c'est-à-dire faire connaître aux médias dans les autres pays les activités du groupe La Poste. Donc ça, c'est vraiment un projet très stimulant, et il y a beaucoup à apprendre encore, parce qu'en fait, on ne travaille pas avec des journalistes allemands, japonais, argentins, comme on travaille, ou même anglais, comme on travaille avec des journalistes français. Donc, il faut les connaître, il faut connaître les cultures, les coutumes, et ça, c'est un bon défi, un bon axe de développement. Une super fierté, un super projet. Brice, est-ce que vous pouvez nous parler de vos fiertés et de vos projets également? Alors, c'est une bonne question. Je m'étais arrêté sur le projet, et la fierté, je vais essayer de la décorréler. C'est quelque chose qui est complètement autre. Je vais m'arrêter très rapidement sur la fierté. Je dirais que c'est une expérience sur laquelle je travaillais il y a quelques années, donc quand on organisait les courses d'ultra-trail dans les différents déserts. Pour ceux qui connaissent un petit peu cet environnement-là, il y a une course qui est très connue qui s'appelle le Marathon des Sables, qui se déroule en une semaine dans le désert marocain. Nous, l'idée, c'est qu'on avait, signé un deal avec cette organisation pour dupliquer cette course dans différents pays du monde. Et on a réussi à le faire plusieurs années de suite dans le désert péruvien, à Ica, dans le désert d'Ica, pardon. Et en fait, c'est l'exemple type d'un événement qu'on produit, qu'on monte de A à Z avec toutes les embûches possibles et inimaginables. Voilà. Et on a quand même réussi à amener plus de 300 personnes dans le désert pour courir, avec tout le suivi média, médical, nourriture, la gestion en eau. Bref, couverture satellite également. Donc, c'est vraiment partir de rien, et en un an, avoir réussi à amener 300 personnes à courir dans le désert et à réaliser une course voilà, dans un désert qui est majoritairement fermé au grand public. Donc ça, c'était assez fort, parce qu'on a rencontré toutes les problématiques du monde sur un événement, et on avait réussi à outrepasser tout ça. Par rapport au projet, et je vais être un tout petit peu plus concret sur ce que je fais actuellement. Tout à l'heure, on a parlé de marques qui investissaient dans des structures e-sportives, donc le club GameWard notamment. Nous, on a un de nos partenaires qui s'appelle le Crédit Agricole d'Île-de-France. Et pour faire le lien direct avec l'événementiel, ils ont une offre Globetrotter, une carte dédiée aux jeunes, aux plus jeunes, avec plein d'avantages. Des avantages sur les dépassements bancaires, passer son permis de conduire à moindre frais, les paiements, les retraits, virements bancaires gratuits à l'étranger. Bref, tout ce qui est nécessaire pour que les jeunes puissent voyager tranquillement sans se prendre la tête avec leur gestion financière et leur carte bancaire. Nous, ce qu'on a fait avec eux, et c'est pour ça on les remercie encore, et c'est vraiment dingue d'avoir des annonceurs qui soient aussi ouverts. On leur a dit, on va prendre tous les avantages de la carte, et pour s'adresser à notre communauté qui est jeune, qui est très branchée réseaux sociaux, et on va essayer de communiquer sur cette carte avec les codes de la jeune génération. Mais en fait, on a pris un streamer et un joueur pro, on les a envoyés en République tchèque, et on les a, pendant 3-4 jours, on les a suivis en immersion. Et en fait, l'idée, c'était de montrer en réel tous les avantages que la carte pouvait fournir aux jeunes. Donc, c'est-à-dire, on voyage dans un pays où il n'y a pas l'euro, on fait des retraits, on fait des dépenses, on fait plein d'activités, on rencontre des clubs e-sport sur place. Bref, on les a suivis pendant 3-4 jours sur place. On a relayé ça via des after-movies, des contenus réseaux sociaux, parce qu'ils étaient suivis pendant les 3-4 jours par des équipes de production. Et en fait, on a réussi à faire une offre qui existe sur le papier, une offre carte bancaire hyper avantageuse. Et ben, on a réussi à l'illustrer dans le réel, tout ce que ça pouvait permettre, en envoyant un streamer et un joueur pro, des personnalités qui marquent et qui ont un écho dans la jeune génération. Et on a réussi à illustrer tout ça dans le vrai. Et ça, c'est la parfaite illustration de comment on peut événementialiser un projet d'une marque, et comment on peut événementialiser avec les codes
de la jeunesse actuelle une offre bancaire qui, sur le papier, n'est pas forcément simple à promouvoir et à communiquer dessus. Merci beaucoup, Brice. On passe à la question suivante. Selon vous, de quelle manière la com évoluera-t-elle dans les années à venir? Brice, je vous laisse enchaîner. Je serais tenté de répondre très largement. Il y a quelques années, on a eu le Web 1.0 où les sites Internet étaient une vitrine avec un partage d'informations. On est en plein cœur, depuis les années 2005-2010, en plein cœur du Web 2.0 sur l'interaction des communautés entre elles, notamment sur les réseaux sociaux, etc., sur les différentes plateformes de partage. Et là, depuis 4-5 ans, on est à l'aube d'une nouvelle manière de communiquer qui évolue un petit peu et qui change drastiquement. C'est le Web 3.0, dont certainement beaucoup en ont entendu parler, avec potentiellement en bien ou en moins bien. Mais toute cette notion de décentralisation, de sécurité, de blockchain et surtout d'implication de la communauté ou des communautés sur des projets, je pense vraiment que c'est l'avenir de la communication, ou en tous les cas, même si on n'est pas très à l'aise avec pour le moment, ou pas très copain-campin et avec cette manière de communiquer, je pense que c'est vraiment les prémices de ce qui va se traduire sur Internet prochainement. Donc, je parlerai vraiment du Web 3.0 et tout ce que ça implique derrière, et vraiment l'engagement et l'implication des communautés. Très bien. Perrine, les grandes évolutions? Pour ce qui est des relations presse, la com en général, déjà, il y en aura toujours demain. Ça, c'est bon signe. Effectivement, c'est des métiers qui évoluent assez vite. Les relations de presse, hier, ne se font plus comme aujourd'hui et se feront encore différemment demain. Plus de social media, plus de passerelles entre les attachés de presse et les équipes de social media managers. C'est le cas au sein du groupe La Poste, puisque on est carrément dans le même bureau avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de passerelles entre nos métiers. Nos plans de communication sont toujours conjoints et cohérents. Donc, je dirais encore plus de fusion entre les réseaux sociaux et les relations de presse. Et puis peut-être une communication plus porteuse de sens, au-delà des canaux et des outils qui évoluent avec la technologie, mais toujours plus porteuse de sens. Ce que je veux dire, c'est que si on fait de la communication, c'est pas seulement pour faire connaître, faire aimer, faire acheter. C'est aussi pour porter des valeurs. D'ailleurs, on choisit l'entreprise dans laquelle on veut travailler en fonction de ses valeurs et pas juste parce qu'elle est à côté ou qu'elle paye bien. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être conscient de ça. Il y a de plus en plus d'entreprises à mission, par exemple. Le développement durable, c'est plus un petit sujet dans un petit bureau relégué au fond du couloir. C'est des choses comme ça, je pense, vont être vraiment structurantes pour la communication de demain. Et pour aller un petit peu plus loin sans vouloir être anxiogène, je dirais que la com de crise va aussi prendre plus de place parce qu'on évolue dans un contexte économique, géopolitique, climatique, etc., très compliqué. Et donc, les compétences en communication de crise vont être recherchées et importantes dans toutes les structures. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites beaucoup peut-être pour les jeunes voudraient savoir, est-ce que vous faites beaucoup de communication de crise en relation presse? Oui. La communication de crise, ça se fait à tout niveau de l'entreprise, mais les relations presse sont systématiquement associées parce qu'une crise devient une crise à partir du moment où elle est médiatique. Donc oui, et là, pour citer quelques exemples récents, l'Ukraine, le Covid, voilà, c'est des événements très importants qui impactent la vie de l'entreprise, qui impactent les services rendus aux clients, qui impactent la vie des collaborateurs et qui nécessitent une très bonne coordination et une très bonne communication de crise. Merci beaucoup. Peut-être on va passer à la dernière. Oui. J'avais juste une question du coup pour Perrine. J'imagine qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais est-ce que à toute situation de crise ou à toute
problématique dans une structure ou dans une société qui est relayée dans un média. Est-ce que le mot d'ordre, c'est communiquer ou parfois on a encore la position d'une structure qui s'abstient de communiquer et qui se dit le temps fera son effet? Alors, merci de poser cette question. Tout peut s'envisager. La communication et les relations de presse, c'est vraiment pas une science exacte. Donc, à toute situation, il y a une discussion, il y a une réflexion, il y a un partage en équipe pour évaluer l'équilibre risque-inconvénient, risque-avantage d'une action. Après, c'est aussi la culture des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui s'expriment très peu ou qui ont un directeur ou une directrice de la communication qui est le seul porte-parole officiel. Voilà, c'est pas du tout notre cas à La Poste. Au contraire, on a plutôt un parti pris de communiquer. Donc, c'est extrêmement rare qu'on ne fasse pas de commentaires ou qu'on ne réponde pas à un journaliste. On préfère répondre. Alors de différentes manières, hein, mais on préfère avoir voix au chapitre, défendre nos arguments, réexpliquer les choses. Et d'ailleurs, je pense que ce serait moins intéressant pour moi d'être dans une entreprise qui a pas cette politique. Mais ça, c'est un parti pris fort au sein du groupe La Poste, qui est soutenu par nos dirigeants et du coup qui est très stimulante pour les équipes parce que c'est plutôt la politique d'y aller. Merci beaucoup pour cette réponse. Juste avant de passer à la dernière question, Brice, dans le chat, on se demande qui était le streamer et qui était le joueur pro. Ah oui, le streamer, il s'appelle Stizo. C'est un influenceur TikTok et Twitch, donc Stizo. S-T-I-Z-O, c'est notre ambassadeur chez GameWard. Et le joueur pro, c'était Marcotte, joueur pro sur Fortnite. Et l'activation, elle s'appelait Let's Go to Prague, donc Let's Go to Prague. Et c'était en mai dernier, mai 2022. Donc je pense qu'en tapant les mots-clés Let's Go to... Clément et Vadim pourront retrouver les lives, les after-movies, les petites folies que les joueurs ont fait là-bas sur place. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Auriez-vous un dernier conseil à livrer aux futurs communicants? Perrine, je vous laisse commencer. Le dernier conseil. Je pense que en un mot, ce serait oser. Voilà, si vous avez envie de travailler dans la communication, de faire des études en communication, lancez-vous. Vous allez découvrir tout un monde et plein de métiers, donc c'est très riche, c'est stimulant, c'est varié. Il y a beaucoup de travaux créatifs, il y a des travaux en équipe. En fait, c'est un peu ce qu'on m'avait dit quand j'ai voulu rentrer à l'ISCOM. Et c'est vrai, il y en a vraiment pour tous les goûts dans la communication. Il faut se lancer. Et après, pour ceux qui sont déjà dans un cursus de communication, je conseillerais peut-être de commencer à travailler en agence de communication parce que ça permet de travailler dans plusieurs secteurs d'activité avec plusieurs annonceurs et de découvrir une palette assez large avant de choisir éventuellement de rejoindre un annonceur. C'est en plus bien vu. Les annonceurs aiment bien recruter des communicants qui sont passés par une agence. Donc, voilà mes conseils. Merci Perrine. Brice? Cette question, elle est toujours, alors déjà, elle est très importante. C'est toujours dur de ne pas avoir la position du père de famille ou autre. En vrai, moi, quand j'ai quitté les études il y a 10 ans, j'ai toujours entendu, puis même quand j'étais dans les études, ce secteur-là, que ce soit le journalisme, l'événementiel ou la com en général, c'est bouché, c'est bouché. Donc, ça donne juste pas envie. Mais l'idée, c'est que quand on souhaite y aller, il faut pas lâcher. Ça, c'est le premier mot d'ordre, ne pas lâcher. Après, je suis un tout petit peu moins au courant si c'est toujours autant bouché en sortie d'études. En tous les cas, je peux affirmer que les postes sont très très rares, ça ne court pas les rues, donc j'imagine qu'il y a toujours pas mal de tensions à ce niveau-là. Mais en vrai, ouais, les mots d'ordre, c'est jamais lâcher, de rester motivé et puis de manière générale s'intéresser à plein de choses. C'est top d'avoir des passions et
et d'avoir des centres d'intérêt, etc. Mais toujours avoir le regard un petit peu ouvert et l'esprit curieux, parce que ça peut démarquer. Et puis même dans la vie de tous les jours ou même plus tard, ça peut toujours avoir des côtés très positifs. Et comme dernière info, ça fait de nombreux recrutements. Je ne sais pas si je devrais dire ça, et je m'excuse par avance. Il y a beaucoup de recrutements où je ne regarde plus forcément les écoles. Et ça ne veut pas dire que c'est très, très négatif. Je parle surtout dans le domaine de l'e-sport, où il y a beaucoup de jeunes qui sont issus des écoles qui sont dédiées au gaming actuellement. Tout ça pour montrer qu'il y a des jeunes qu'on reçoit, qu'on recrute, mais parce qu'à côté, ils ont monté leur propre projet ou parce qu'ils ont eu des expériences qu'ils ont réussi à valoriser, etc. Et ben en fait, ça fait le jeune professionnel qu'ils sont, sans forcément regarder quel bac il a fait. Voilà, c'est surtout, il y a beaucoup d'à côté qui permettent de vous définir et de vous présenter en entretien. Voilà un petit peu les petits messages que je donnerais. Mais oui, le métier, les secteurs sont forcément en tension, et ne pas hésiter si ça passe par l'auto-entreprise, même si ça peut être un statut précaire, décrié ou autre, si c'est compliqué d'avoir des jobs un petit peu plus stables, moi, je recommanderais forcément d'aller tester ces choses-là et de faire sa propre expérience, même si c'est quelques années qui sont un petit peu, voilà, même si c'est pas très serein, même si c'est pas très stable. Voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à imaginer, il y a plein de choses à construire. Alors peut-être une dernière précision, est-ce que Perrine, chez l'annonceur, comme le groupe La Poste, il y a beaucoup de communicants qui rentrent? Est-ce que vous embauchez beaucoup? Oui, on recrute, on prend aussi des stagiaires, des alternants, donc c'est aussi assez formateur pour les jeunes de venir travailler à La Poste. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Brice, merci Perrine. Merci Maud. Alors comme il est l'heure, on va passer sur les dernières slides. Si vous voulez aller plus loin, on a eu quelques coups de cœur en relations presse, l'histoire des médias de Jacques Attali, ou comment communiquer avec les médias. Pareil, si on cherche un peu, en événementiel, il y a beaucoup de livres comme le guide pratique de l'organisation d'un événement ou la communication événementielle. Pour ceux qui sont curieux des secrets de marque, WeAreCom a sorti les petits secrets des grandes marques, plein d'anecdotes et d'images graphistes. Alors tout de suite, je vais juste passer aux chiffres du secteur. 40% des emplois numériques sont basés en Île-de-France. 37% des contrats liés au métier du marketing et de la com sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont le e-commerce manager, le traffic manager et le data analyst. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes sont chargés de e-commerce, chef de projet et chargé de com. 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la communication et des RP. Et le bac plus 4 et bac plus 5, c'est les niveaux d'études en moyenne préférés en agence et chez l'annonceur. Continuez à poser vos questions au hashtag #AskIscom. On vous répondra. Et puis, on vous donne rendez-vous le 8 février, mercredi de 18 à 19h, encore une fois. Et on parlera de direction artistique et de conception-rédaction. Merci à tous et bonne soirée.